Bienvenue. On commence aujourd'hui avec un chiffre qui interpelle. 15 milliards de dollars. 15 milliards? C'est ce que la Russie annonce comme objectif pour ses exportations d'armes en 2025. Et ça, alors que le pays subit des sanctions internationales massives depuis des années. Le paradoxe est total. Exactement. Alors la question devient, comment est-ce possible? On parle de simple propagande ou il y a une réalité économique derrière ces chiffres. Pour le comprendre, on s'est plongé dans un document très révélateur. Un compte-rendu d'un discours du président russe devant la Commission sur la coopération militaro-technique. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ce texte pour comprendre comment Moscou construit son argumentaire, quelle est la stratégie, qui sont les partenaires et où va réellement cet argent. C'est un exercice fascinant parce que ce discours n'est pas qu'une simple déclaration comptable. Non, c'est un message géopolitique extrêmement calibré envoyé au monde entier. L'idée, c'est de projeter une image de force et de résilience face à ce que le texte appelle la pression croissante des pays occidentaux. Et pour bien saisir la portée du message, on peut le décomposer en trois axes. D'abord, la performance économique avec ce chiffre de 15 milliards. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, comment cet argent est réutilisé. Et enfin, la carte des alliances où la Russie concentre ses efforts. Commençons par le début. Le discours annonce donc plus de 15 milliards de dollars de recettes prévues pour 2025, avec des livraisons dans plus de 30 pays. Mais ce qui frappe, c'est l'insistance sur le contexte. Le message sous-jacent, c'est nous y arrivons, malgré tous les obstacles que l'Occident met sur notre route. Et le texte utilise une formule assez révélatrice. Laquelle? Il affirme que les contrats ont été exécutés de manière globalement stable. Globalement stable. Ça ressemble à un euphémisme soigneusement choisi. C'est tout l'art de la communication politique. L'expression minimise les difficultés sans les nier complètement. Mais le point clé vient juste après. Le discours ne présente pas cette situation comme une simple survie, il la présente comme une preuve de la haute résilience du système. C'est une façon de retourner complètement l'argument. Exactement. La pression occidentale n'aurait fait que renforcer et éprouver l'efficacité du complexe militaro-industriel russe. D'ailleurs, le discours prend soin de remercier nommément les employés de ce complexe et de l'agence Rosoboron Export. Une démonstration de force intérieure, un effort national collectif. Mais est-ce que le discours donne des garanties pour l'avenir? Ou ce chiffre pourrait-il être un pic isolé avant une chute? Justement, le texte anticipe cette question. Il mentionne qu'un portefeuille solide de nouvelles commandes à l'exportation a été constitué. Encore une formule soigneusement calibrée. On ne connaît ni le détail ni la valeur exacte, mais le message est limpide, ce n'est pas un coup d'éclat ponctuel. C'est présenté comme une tendance durable. Une machine qui a trouvé son rythme de croisière malgré les sanctions. La confiance affichée est totale. Donc, premier acte, l'argent rentre. Maintenant, la question à 15 milliards. Qu'est-ce qu'ils en font? Ça part dans le budget général de l'État ou c'est fléché vers quelque chose de précis? Et c'est là que la stratégie devient vraiment claire. Le discours explique que cet argent n'est pas une simple recette. C'est un carburant, Un carburant? oui, pour faire tourner le moteur. Il est réinjecté directement dans le système qui l'a généré, selon trois axes très précis. Lesquels? Premièrement, moderniser les usines du complexe militaro-industriel. Deuxièmement, augmenter leur capacité de production. Et troisièmement, financer la recherche et le développement, les technologies de demain. Attendez. Si je comprends bien, c'est un système en circuit fermé. Les armes vendues à l'étranger financent la création d'armes encore plus modernes qui seront à leur tour vendues à l'étranger. C'est une boucle qui s'auto-alimente. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt sur le cœur de la stratégie. La création d'un écosystème qui se veut autosuffisant. Et j'imagine qu'il y a un argument de vente pour renforcer cette boucle. Absolument. Et il est martelé dans le discours, ces armements sont éprouvés dans des conditions de combat réelles. La boucle est bouclée. Les exportations financent l'innovation. L'innovation produit des armes testées sur le terrain. Et ces armes deviennent plus attractives sur le marché international. Voilà. Et le texte précise que tout cela n'a été possible que grâce à des mesures de soutien de l'État adoptées en temps opportun. On est loin de l'improvisation. C'est fascinant comme logique. Et il y a un détail qui m'a surprise dans le texte. On parle d'une part significative de la production de ces usines qui seraient destinées au secteur civil. Oui, ça semble contre-intuitif. Pourquoi une usine de missiles se mettrait à fabriquer
Je ne sais pas, des réfrigérateurs. C'est un concept qui n'est pas nouveau en Russie. La diversification du complexe militaro-industriel, l'idée est double. D'une part, assurer la pérennité de ces énormes conglomérats industriels. D'autre part, c'est une manière de présenter cette industrie non pas comme un fardeau, mais comme une locomotive technologique pour le pays. Le message étant, notre recherche de pointe pour la défense a des retombées positives pour tout le monde. C'est l'argument classique des retombées civiles de la recherche militaire, une manière de justifier des investissements colossaux. Et cette vision s'inscrit dans la durée. Absolument, le discours se projette même au-delà de 2025. Il annonce la mise en place d'un nouveau projet fédéral pour 2026 à 2028. Avec quel objectif? Un objectif très clair, une augmentation substantielle des exportations militaires. On n'est donc pas dans une posture de gestion de crise, mais bien dans une stratégie de croissance planifiée. Du moins, c'est la rhétorique officielle. Donc on a une machine économique qui, selon le discours, tourne et s'auto-alimente. Mais pour qu'elle continue de fonctionner, il faut des clients, des pays prêts à acheter et capables de résister aux pressions pour ne pas le faire. Exactement. Est-ce que le discours nous donne une carte de ses partenaires prioritaires? Oui, elle est très précise. Il y a 2 zones géographiques mises en avant comme cruciales. La première, Ce qu'on pourrait appeler le voisinage stratégique de la Russie, les pays de la CEI, la communauté des États indépendants et de l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective. le discours qualifie la coopération avec eux de tâche prioritaire pour la sécurité en Eurasie. C'est logique, c'est leur sphère d'influence historique, mais est-ce qu'on est dans une simple relation commerciale ou ça va plus loin? Ça va beaucoup plus loin. Le timing de la déclaration est important. Le texte rappelle que la Russie va prendre la présidence de l'OTSC le 1er janvier 2026. C'est une façon de dire nous sommes le leader de la sécurité dans cette région et nous allons renforcer ce rôle. L'objectif n'est pas seulement de vendre des équipements. Le discours parle d'étendre la coopération et le partenariat militaro-technologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce partenariat? Le texte donne un chiffre. Plus de 340 projets communs seraient en cours avec 14 États. Et c'est la nature de ces projets qui est intéressante. Il s'agit de développer conjointement de nouveaux équipements. Ce n'est plus je te vends un char, mais on conçoit ensemble le char de demain. Et en faisant ça, vous ne créez pas un client, vous créez un partenaire dépendant. Son armée, sa maintenance, ses évolutions futures, tout sera lié à l'écosystème russe. C'est un ancrage stratégique bien plus profond qu'une simple vente. Exactement. Et la deuxième zone prioritaire? L'Afrique. Et là, le ton du discours change complètement. Comment ça? Il devient beaucoup plus chaleureux, presque affectif. Le texte évoque des relations historiquement solides, amicales et véritablement confiantes. C'est un appel direct à l'histoire, à l'héritage soviétique. Tout à fait. L'URSS, qui a formé des cadres militaires et fourni des armes à de nombreux pays africains pendant les indépendances, il joue la carte de la fidélité historique. Le message étant, nous, on a toujours été là, contrairement à d'autres. Exactement. Le discours se positionne en contraste avec les puissances occidentales. Il se présente comme un partenaire fiable de longue date. Et selon eux, ça marche. Ils affirment que les partenaires africains sont prêts à élargir leurs relations avec la Russie, malgré les pressions. Et au-delà des mots, quelle est l'offre concrète faite à l'Afrique? C'est une approche sur mesure. Le discours détaille une offre en 3 volets. Lesquels? Le premier, classique, augmenter les livraisons d'armes. Le deuxième, très important, assurer une maintenance et un service complet pour les équipements déjà fournis. C'est un point crucial. C'est souvent le talon d'Achille de ces contrats. Exactement. Mais c'est le troisième volet le plus stratégique, Et quel est-il? la mise en place de production sous licence de matériel russe directement sur le sol africain. Ça change tout. Ça veut dire qu'au lieu d'apporter des armes, un pays pourrait les fabriquer lui-même avec une technologie russe. Précisément. Et là, la Russie ne se positionne plus comme un simple vendeur, mais comme un partenaire de développement industriel. Ce qui implique des transferts de technologie, de la formation, des investissements.
C'est une offre extrêmement séduisante pour un pays qui cherche à renforcer sa souveraineté et à construire sa propre base industrielle de défense. On n'est plus dans le commerce, on est dans la construction d'un partenariat sur des décennies. Une dépendance stratégique de long terme. Si on essaye de rassembler toutes les pièces du puzzle, le tableau que ce discours veut peindre, c'est celui d'une Russie loin d'être isolée et affaiblie. Elle aurait mis en place une machine d'exportation d'armes non seulement résiliente, mais en pleine croissance. Une machine qui s'appuie sur une stratégie en circuit fermé où les revenus financent l'innovation et sur une diplomatie très ciblée vers son voisinage et le continent africain, avec des offres sur mesure pour créer des liens très profonds. C'est une excellente synthèse. En fin de compte, la stratégie décrite dans ce document, c'est pas seulement de contourner les sanctions, c'est plus ambitieux. C'est-à-dire, Il s'agit de construire un pôle d'influence militaro-technologique alternatif, un écosystème indépendant de l'Occident. Dans ce système, la Russie se présente comme le partenaire de choix, fiable, avancé, légitimé par l'histoire, pour tous les pays qui ne veulent pas s'aligner. c'est une pure affirmation d'autonomie stratégique face à un ordre mondial qu'elle conteste. Et pour terminer, ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à méditer. Laquelle? Le discours insiste énormément sur un argument de vente. Les systèmes d'armes russes sont testés et éprouvés dans des conditions de combat réelles. En prenant cette affirmation au mot, quelle pourrait être l'influence de la dissémination massive de ces technologies éprouvées au combat sur la dynamique de sécurité et la stabilité régionale, justement dans ces zones prioritaires comme l'Afrique et l'Eurasie? C'est une question qui reste en suspens. Voilà qui conclut notre analyse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.